Mais merci d'être avec nous. Nous sommes lundi, un lundi très pluvieux aujourd'hui et je vous assure que ça tombe durement dans la région, enfin sur Jarry, je ne sais pas sur le reste de la Guadeloupe. Nous sommes donc avec vous jusqu'à 14 heures. Dans un instant, ce sera la chronique du département comme tous les lundis avec Patrick Pierre. Bonjour. Bonjour. Et Madame Marilène Gauthier, bonjour. Bonjour. On parlera un petit peu de la semaine qui s'est écoulée, des assises et autre chose sur la semaine bleue. Après, nous aurons Anansa de Vouton, qui est notre nouvelle chroniqueuse. Elle va présenter sa chronique. Un peu plus tard, nous allons recevoir une écrivaine qui est autrice, Madame Caroline Bourgine, qui vient de publier Dictionnaire des Caraïbes, un itinéraire poétique. Elle sera avec nous en fin d'édition. Mais nous sommes aussi avec Iman News, bonjour. Bonjour Danick, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Canal 10. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on va parler de la Semaine Bleue, c'est l'actualité. La marche bleue qui s'est déroulée sur le Moule en lien avec cette semaine qui s'ouvre et toutes les manifestations liées à nos aînés. Nous vous parlerons aussi du forum de l'intelligence artificielle, cette nouvelle on va dire, entité qui prend beaucoup de place dans nos vies maintenant. Peut-être qu'il faut y en avoir peur. L'occasion de ce forum pour pouvoir en parler. On parlera aussi de l'installation au CHBT de l'IRM, donc nouvelle imagerie médicale qui permettra aux patients d'avoir une nouvelle, meilleure prise en charge. Il s'agira aussi des journées d'agro-business qui ont eu lieu ce week-end, deuxième édition réussie. Et on parlera sport avec cette première édition du Salon du sport qui s'est déroulée sur le Gosier. Voilà. Bien, on commence tout de suite cette marche bleue de ce week-end. Oui, la marche bleue au son du Ca et du carnaval. Nos aînés ont pu participer à cette marche bleue qui s'est organisée en lien avec la semaine bleue, organisée sur toute la semaine et sur toutes les communes, organisée aussi avec le département. On voit un premier reportage donc de Loane Duhamel qui a accompagné nos aînés, l'histoire de sensibiliser au vieillissement et à une bonne santé physique. On voit le reportage ensemble. La semaine bleue, c'est une semaine qui est consacrée aux personnes âgées. Donc il y a des manifestations dans toutes les communes avec les clubs du troisième âge et avec le département. La première manifestation du département, c'est aujourd'hui. Donc c'est la marche bleue avec les clubs du troisième âge. En fait, tous ceux qui veulent venir marcher. Et ici, c'est dans la commune du Moule. Nous serons accompagnés de groupes de carnaval. Et ça sera une bonne détente. Et puis après, il y aura un village pour nos personnes âgées avec des infirmiers, des médecins, voilà. Je suis venue marcher c'est bon pour la santé, c'est bon surtout pour les personnes d'un certain âge comme moi. La marche n'est pas longue, donc j'ai dit je viens faire un petit tour. Je marchais régulièrement 3 fois par semaine, mais depuis quelque temps, j'ai de gros problèmes à la hanche, je ne peux plus. Les personnes âgées ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Hein. Aujourd'hui, c'est la marche bleue, c'est dans le cadre du lancement de la semaine bleue. Vous savez, depuis 2 jours, nous tenons les assises de bien vieillir. Donc une bonne santé, une bonne condition physique fait partie aussi donc, du bien vieillir, donc d'où la raison de cette marche. Semaine bleue, c'est pour sensibiliser tout le monde sur le vieillissement, sur cette nécessité que tous nous soyons impactés, concernés par cette question. Nous avons d'abord commencé cette année par les assises de bien vieillir et tout au long de la semaine, il y aura un certain nombre de manifestations pour bien montrer que vieillir, c'est un processus naturel et il faut pouvoir vieillir dans des bonnes conditions de vie, dans des bonnes conditions de santé, avec des marches comme aujourd'hui, mais avec les différents clubs, tout un ensemble donc, de loisirs que nous allons initier tout au long de la semaine. Cette semaine bleue, organisée sur toute la semaine jusqu'au 8, se terminera le 8 justement avec un thé dansant avec tous les grands moons. C'est un bal grand moon organisé dans les EHPAD et dans différentes structures des différentes communes. On va voir maintenant l'intelligence artificielle qui peut susciter quelques craintes liées au fait de perdre peut-être son emploi, d'être remplacé dans des activités où l'humain ne sera plus indispensable. C'était l'occasion d'en parler lors du forum organisé au WTC de façon à démocratiser et démystifier cet outil qui peut servir vraiment dans l'économie et au quotidien. On voit un reportage de Michel Depape.
Alors aujourd'hui, nous sommes au Grand Forum de l'intelligence artificielle, le premier forum d'intelligence artificielle organisé en Guadeloupe. Il s'agit d'une rencontre avec plusieurs professionnels et experts du domaine pour pouvoir démocratiser, mais surtout démystifier l'intelligence artificielle pour tout le monde. Alors la première partie s'est orientée vraiment sur les inquiétudes et les problématiques qui sont liées à l'intelligence artificielle, puisqu'on a une grosse crainte, on va dire, lorsqu'on fait un pourcentage, on a quand même une grande partie de la population qui craint l'arrivée de l'intelligence artificielle et qui n'ont pas envie de perdre leur emploi, qui n'ont pas envie non plus d'être remplacés. Donc on a fait un point là-dessus, on a fait un point sur les stratégies, les nouveaux outils et les nouvelles solutions qui sont apportées par rapport à ces problématiques-là. Donc on s'est axé sur ça. Puis après, en deuxième partie de matinée, on a parlé beaucoup de ChatGPT et de son utilisation au quotidien dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Je pense qu'il y a une partie vraiment 50-50, il y a une partie des gens qui sont vraiment contre l'intelligence artificielle et puis il y a une autre partie qui sont vraiment intéressés, curieux, qui n'ont pas forcément intégré mais qui sont curieux de savoir comment ils peuvent l'intégrer ou alors simplement curieux de cette nouvelle technologie, savoir comment ça fonctionne et comment éventuellement ils peuvent faire aussi des choses grâce à cette technologie. Je pense que dans toutes les évolutions, dans tous les grands changements, dans toutes les révolutions, il y a toujours un moment où on a peur. Mais je pense qu'il faut passer au-delà de cette peur et se former, se renseigner, se documenter au niveau de ça, justement pour ne pas se faire dépasser par cette technologie. Alors peut-être que l'intelligence artificielle va impacter aussi sur notre santé. En tout cas, sur le CHBT, un nouvel IRM a pu voir son installation pour permettre une meilleure prise en charge pour les patients, une nouvelle offre de soins et aussi de nouveaux rendez-vous, une nouvelle façon de travailler. On voit un reportage de Michel Depape. Nous avons la chance d'accueillir dans nos murs en ce 30 septembre cette imagerie à résonance magnétique qui va changer la prise en charge pour l'ensemble du territoire de la Basse-Terre. C'est une nouvelle offre de soins, d'imagerie perfectionnée qui va nous permettre de traiter au mieux nos patients, que ce soit dans l'urgence, que ce soit sur la détection de pathologies profondes. Nous pourrons aller sur des investigations poussées, complémentaires, dans l'ensemble des domaines de la médecine, que ce soit d'un niveau cardiaque, d'un niveau ostéo-articulaire. Nous pourrons offrir une meilleure prise en charge possible. C'est un projet que nous menons depuis juin 2022 qui a un coût total de 3,300 millions d'euros, à savoir financé par la FEDER, et nous avons pu obtenir ces autorisations d'imagerie grâce à l'ARS de Guadeloupe. Oui, une nouvelle machine, un nouvel équipement au centre hospitalier de Basse-Terre. Donc une machine qui va permettre de traiter les patients, puisque les délais de file d'attente sont de 6 mois aujourd'hui. Et là, avec l'acquisition de cette nouvelle machine, donc, nous allons réduire les délais de beaucoup. Il faut savoir que nous sommes dans une phase de modernisation complète pour l'établissement et ce service d'imagerie qui sera à neuf, il va aussi se moderniser dans son accès aux soins et faciliter à la population des prises de rendez-vous à partir de mi-novembre qui seront dématérialisées. En sus des appels et des secrétariats classiques, nous allons mettre en ligne nos rendez-vous par des nouveaux services à distance pour garantir au mieux des accès de soins. Il faut savoir que le nombre d'IRM sur la Guadeloupe est limité et grâce à cette nouvelle offre publique, nous espérons réduire les délais. Ils vont faire les essais jusqu'à la fin octobre pour qu'on puisse avoir le premier patient à la mi-novembre 2023. Donc un IRM qui est aujourd'hui polyvalent, qui permet de faire des examens sur les patients. Donc une nouveauté avec IRM cardiaque, la possibilité de faire des IRM cardiaques et aussi un IRM qui va permettre aussi de pouvoir travailler 24 heures sur 24 pour la prise en charge de l'AVC. Voilà, ça permettra donc aux Bastériens d'une manière générale et aux gens du Sud d'être mieux servis parce que c'est vrai que l'IRM, il fallait attendre quelquefois 6 mois pour avoir un rendez-vous. Donc avec ce nouvel instrument de santé, cet IRM, Bastia, on va être un petit peu moins impacté par le retard. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit aujourd'hui 2 personnes, Marilène Gauthier, qui est assistante sociale du pôle social, et puis Patrick Pierre, qui est chef du service du contrôle. D'une manière générale, je vais vous poser la première question toute simple. Vous avez vécu la semaine dernière les assises du bien vieillir. Qu'est-ce que vous en avez retenu tous les deux? Qui veut commencer? Je vais attaquer, on va dire. Oui. Les assises, ça a été l'ouverture de la Semaine Bleue. Oui. Et les assises, c'était la première édition de cette formule. Il s'agit de réfléchir et de se projeter. Donc c'était l'occasion de réunir les acteurs et de
de construire ensemble, maintenant la réponse aux problématiques qui vont se révéler dans les années à venir, compte tenu du vieillissement de la population en Guadeloupe. Alors, on peut considérer ça, Mme Gauthier, comme étant le top départ de la Semaine Bleue. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que cette année, la Semaine Bleue a démarré par ses assises. Et c'est vrai qu'il y a eu pas moins de 900 personnes qui sont venues Quand même, au World Trade Center pendant ces 2 jours. Il y a eu 47 exposants. Et on a pu réfléchir autour de 3 séances plénières et 7 tables rondes. Oui. Donc l'objectif étant de se projeter sur ce que nous devons mettre en place face au vieillissement, en sachant que notre île va devenir, d'ici peu de temps, d'ici 2030, l'un des départements où on va vivre le plus vieux. Non, mais en même temps, c'est vrai que il y a un vieillissement normal de la population, mais le vieillissement d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Tout à fait, mais on doit quand même se projeter en termes d'aménagement, Oui. ne serait-ce que d'aménagement du territoire, hein, repenser le vieillissement autrement. Donc ça passe par refaire le point sur les dispositifs existants, mais également se projeter. Oui. Donc, vous devez savoir que il y a beaucoup de personnes âgées chez nous qui vivent seules du fait de l'isolement, puisque les enfants sont éloignés. Oui. Beaucoup de parents dont les enfants vivent en hexagone. Et donc, il y a tout un tas de réflexions à mener autour de tout cela. Alors, je pose toujours la question quand on parle de Semaine Bleue et de personnes âgées. Est-ce que les EHPAD sont la bonne solution? Et moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, adolescent dans les 14, 15, 16 ans, partout où j'allais, il y avait une grand-mère. Chez moi, il y avait une grand-mère. Oui. Chez mes amis, il y avait une grand-mère. Partout où je passais, il y avait une grand-mère. C'est la grand-mère qui donnait le là, qui organisait la maison. C'était le poteau-mitant de la famille. C'était le poteau-mitant, c'est la grand-mère était là, c'est elle qui... Là, maintenant, on est passé à une situation où il n'y a plus de grand-mère nulle part. Oui. Là où que vous passiez, il n'y a plus de grand-mère, c'est... Voilà. Donc, moi, dans ma vision un peu personnelle, il s'agit quelque part de redonner leur place aux personnes âgées, aux seniors dans le monde où nous vivons, tout en tenant compte de ce contexte-là. Alors, il s'agit de repenser un peu la place des personnes âgées, sachant que chez nous, elles avaient une place qui était quand même prédominante, et que maintenant, elles sont rejetées à une... On va dire, à un autre temps. Oui. Il s'agit maintenant, à travers toutes les politiques, de leur redonner une place. Le senior, ce n'est plus seulement, c'est plus le petit vieux n'est pas dans le fauteuil roulant, c'est quand même quelqu'un qui a encore sa part à jouer dans la société. Et je pense que c'est dans cette construction-là que servent les assises et qui doivent permettre de construire un avenir par rapport à cela. Oui. Alors, ça veut dire qu'à la suite de ces assises, il y aura j'ai envie de dire, entre guillemets, des constructions nouvelles. Enfin, on va réaménager, repenser un petit peu le mode de vie des personnes âgées. Et je disais tout à l'heure que autrefois, quand une personne avait 65, 70 ans, on l'a considéré comme vieux monde, mais maintenant, les personnes âgées, c'est plus le même schéma. C'est ça. C'est-à-dire qu'il s'agit aujourd'hui de... comme disait mon collègue, de valoriser la place de nos aînés dans notre société, d'apporter un autre regard sur ces personnes, mais c'est aussi, je dirais, avec les nouvelles générations. Donc c'est trouver du lien avec ces nouvelles générations pour valoriser... Le transgénérationnel, comme voilà, on dit. c'est ça, c'est ça. Mais est-ce que, justement, à ces assises, il y avait suffisamment de jeunes pour entendre ce discours? Aux assises, il y avait un peu de tout le monde. Hein. Il y avait les professionnels, il y avait les politiques, il y avait les associations, mais il y avait également des usagers qui étaient là pour faire entendre ce qu'ils vivent au quotidien et faire des retours aux professionnels et politiques qui étaient présents à ces assises. Il n'y avait pas beaucoup de très jeunes, j'ai envie de dire, mais il y avait des personnes qui étaient bien au fait des problématiques et de la situation.
Alors, pour prendre un exemple qui n'est même pas vraiment un, mais je vais vous signaler, il y a peut-être une dizaine d'années, le Conseil général organisait chaque semaine, chaque année au mois d'octobre, la semaine du créole. C'est devenu le mois du créole. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas envisager un mois bleu en ce sens que la semaine peut-être ne suffit pas. Enfin, je pose la question. C'est sûr, puisque je veux dire la problématique du vieillissement, c'est tous les jours qu'elle se pose à nous. Hein. Donc c'est vrai qu'une semaine, ça peut paraître court, hein, mais comment vous dire, c'est une semaine qui est assez intense déjà, mais c'est tous les jours qu'on doit se questionner sur cette problématique du vieillissement et de la vieillesse en général. Mais bon, après, ce sont nos décideurs qui vont décider. J'ai posé la question. Bon, voilà. Après, maintenant, donc, la semaine bleue, donc c'est l'organisation nationale. C'est maintenant qui va se décliner au niveau local. Mais maintenant, je crois qu'il me semble qu'il a été question maintenant que cette semaine bleue peut également se décliner sur toute l'année en différentes thématiques organisées sur l'année. Voilà. Alors, c'est vrai que pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, ce qu'il faut savoir, c'est que le département, chaque année, dans le courant du mois de juin, envoie ce qu'on appelle, sollicite notamment les CCAS et les associations, de relais. Voilà, pour leur demander, justement, on va dire à travers ce qu'on appelle des fiches d'action, ce qu'ils souhaitent mettre en place. D'accord ? Et donc, ça permet, comme ça, au département de retenir de grandes actions. Donc, ce sont des actions qui peuvent se dérouler sur toute l'année. Voilà. Alors, l'autre problématique qui se pose, c'est que en même temps qu'il y a la semaine bleue, il y a l'octobre rose. Alors donc, je ne sais pas si c'est une course à la couleur, enfin je ne sais pas, mais enfin, je pose quand même la question. Non, mais bon, pour moi, c'est tout aussi intéressant. C'est-à-dire que le mois d'octobre devient un mois où, bon, il y a un mois très coloré, on va dire. Voilà, mais toutes les différentes problématiques qui s'opposent sont exprimées à travers les médias, à travers des manifestations. Mais moi, je reste toujours sur la semaine bleue. Il faut quand même se dire que cette semaine bleue, c'est chaque année sur l'occasion de réfléchir. C'est aussi l'occasion de faire la fête, à travers les CCAS, à travers les clubs des aînés, mais c'est aussi pour le département l'occasion de réfléchir et de se projeter. Et toutes ces thématiques vont se retrouver dans le cadre du schéma départemental, qui va être qui va être le cadre d'action du département pour les années à venir. Donc le but, c'est de définir un peu ce schéma départemental. Parce que Mme Gauthier vient de le dire, les manifestations sont faites avec les CCAS, avec les communes. On a vu la marche bleue. Tout à fait. Il y aura d'autres manifestations. Je crois même que ça se termine par un thé dansant bleu. Un thé dansant dimanche. En bleu, je crois aussi. Alors le thé dansant, c'est vrai qu'il sera un petit peu limité. Il sera réservé... Il sera fait où, au fait? Alors on n'a pas le lieu. Il n'y a pas de lieu? Il y a le lieu, mais on n'a pas l'information. Nous n'avons pas l'information. Oui. Voilà. Mais disons que c'est une manifestation qui est limitée, c'est-à-dire que ça sera réservé surtout aux CCAS, mais aux associations, surtout aux associations, les clubs des aînés. Oui, parce que je vois sur le programme, il y a Balade du bien-être à Baïf, Club des aînés Rose, de la Rose à Mornalo, le CCAS de Bimao organise une conférence aussi, l'association Choix de Vivre à Sainte-Anne, enfin bref. En fait, il y a plusieurs temps forts. Il y a plusieurs temps forts qui se déroulent jusqu'au jeudi. Alors, je ne sais pas si on va jusqu'à samedi. C'est jusqu'à vendredi, normalement. Jusqu'à vendredi? Jusqu'à vendredi. Ah, le fameux thé bleu, c'est vendredi. Alors, le thé dansant, c'est dimanche. Ah, c'est dimanche quand même. Mais on va dire c'est jusqu'à samedi. C'est toute la semaine, en fait. Oui, toute la semaine. Voilà, toute la semaine, vous avez des temps forts. Par exemple, moi, j'ai retenu le samedi 7 octobre, vous avez une exposition Histoire et Mémoire à Pointe-à-Pitre. Donc, c'est l'association Noyau qui va l'organiser. Donc, en fait, le programme après est disponible sur le site du département. Donc, vous avez le programme de la Semaine Bleue qui est en ligne sur le site. Je voulais juste ajouter un mot. Oui, allez-y, monsieur. Le programme du département, c'est un programme sur des manifestations que le département a jugées qui sont intéressantes pour le plus grand nombre. Oui. Mais à côté de cela, il y a
pas mal de... On va dire comme un festival, il y a du off. Oui, bien sûr. Il s'agit de se rapprocher maintenant des CCAS, des clubs, pour savoir un peu ce qu'ils ont fait en la matière. Chaque commune, voilà, tout à fait. Ce qui va se passer. Mais ce sera une semaine très très riche en manifestations d'événements. Quand même, Madame Gauthier, au quotidien, en dehors de la semaine bleue, qu'est-ce que vous faites Voilà, notre rôle, c'est d'accompagner ces personnes âgées et leurs familles par rapport au maintien à domicile. Et quand le maintien à domicile parfois devient difficile, c'est d'accompagner vers, on dira, vers d'autres structures. Oui. Donc ça peut être l'EHPAD, comme ça peut être aussi les familles d'accueil. Les familles d'accueil. Voilà. Oui. Et ça fonctionne de mieux en mieux? Ça fonctionne bien. Notre rôle, justement, c'est de pouvoir accompagner dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que l'accompagnement qu'on fait, ça passe par une évaluation de la situation avec les familles et de voir ce qui est le plus adapté pour chaque situation. Tout à fait. Voilà. Et Monsieur Pierre, c'est à peu près un même rôle oui, disons que l'effort départemental est fait vers le maintien à domicile, c'est-à-dire que l'effort, c'est que les personnes puissent rester chez elles. Parce que les personnes âgées préfèrent tout à fait, absolument, rester chez elles plus longtemps possible. L'EHPAD, c'est vraiment la solution. C'est vraiment la solution, la dernière solution. Dernière solution, voilà. Et la mission de mon service en la matière, c'est de s'assurer que ce qui a été mis en place par le département soit bien mis en place sur le terrain. Oui. À savoir que c'est que que ce soit la PAR ou la PCH, quelle que soit la prestation qui a été mise en place par le département, c'est d'aller sur le terrain vérifier que tout se passe dans de bonnes conditions. Donc le but ultime, le but de toute cette, de tous ces services, c'est d'assurer un bon maintien à domicile et que les personnes puissent rester le plus longtemps possible dans de bonnes conditions à leur domicile. Et c'est vrai que mon collègue parlait tout à l'heure de la PA. Donc c'est vrai que la PA, c'est vraiment, c'est le pilier du maintien à domicile. Oui. Donc il faut savoir que le département verse à peu près 8 000 APA à des personnes âgées. Donc c'est vraiment le pivot. Alors on me disait que quelquefois le dossier est compliqué à remplir. Alors, il y a un nouveau dossier qui a été mis en place, justement. C'est un dossier qui est national, de façon, justement, à simplifier. Voilà, à simplifier au maximum cette démarche administrative. Oui. Dernier mot, peut-être, monsieur. Nous sommes toujours sur le terrain pour aider, accompagner les personnes dans leur démarche. Donc ils ne sont pas tout seuls, il y a des services départementaux également pour les accompagner, pour les aider dans leur démarche concernant donc tout ce qui est APA, PCH et compagnie. Bien. Mais écoutez, on prend mot, vieillir ensemble, une chance à cultiver, c'est bien le slogan. Hein. Tout à fait. Absolument. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Oui, je n'hésiterai pas, ne vous inquiétez pas. À cultiver, ça veut dire c'est à nourrir, c'est à construire tous les jours. Oui, tout à fait, on a bien compris ça. Voilà, bien, merci d'être venu. Merci. Et puis bonne semaine bleue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tous les Guadeloupéens du troisième âge qui regardent l'émission et ceux qui sont très nombreux le midi, on vient de leur confirmer que la prise en charge... elle est effective. Effective dans de bonnes conditions. Voilà. 12h55, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, notre chroniqueuse Anansa de Vouton et puis Madame Caroline Bourgine. C'est dans un instant. Voilà, on retourne sur le plateau du ZCL News. Il est 13h01. Anansa est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, on va parler de sa chronique. C'est une nouvelle chronique, une nouvelle chroniqueuse. Comme on dit, WW, elle vient de débarquer. On retourne sur l'actu avec Iman News. Oui, alors bonjour pour ceux qui étaient avec moi. Nous avons déjà parlé de la Semaine Bleue et de cette marche qui s'est déroulée sur le Moule en ouverture de cette semaine qui dure jusqu'au 8 octobre. Différentes manifestations dans toutes les communes organisées par le département dans le but de faire changer le regard sur le vieillissement pour pouvoir aussi dédier cette semaine à la valorisation de nos aînés. Nous avons aussi parlé du Forum de l'intelligence artificielle qui s'est déroulé sur le WTC, l'occasion de démystifier ces craintes organisées autour de l'intelligence artificielle. Alors justement, Iman, hier j'ai vu un film sur l'intelligence artificielle, Ciné-Star, c'est pas de la pub, mais enfin, ça s'appelle The Creator.
C'est extraordinaire, il faut voir ça. Ah, ben, j'irai voir. Il faut voir ça. Mais l'intelligence artificielle, vraiment, moi, je trouve que c'est top. Mais ça, c'est mon avis. Bientôt, on pourra faire le ZCL en intelligence artificielle. Je n'ai même plus besoin d'être là. À la maison, un hologramme et voilà, tout ça. Tout sera réglé en intelligence artificielle. Voilà. Nous sommes allés sur Basse-Terre avec ce nouvel IRM qui s'est installé de façon à permettre une meilleure offre de soins sur la région du Sud Basse-Terre. Nous verrons tout à l'heure ces journées d'agro-business qui ont été déroulées, cette deuxième édition qui a été réussie, ainsi que la première édition du Salon du Sport organisé au Gossier. Voilà pour les titres. Voilà, mais on peut continuer sur les journées d'agro-business. Oui, tout à fait. Aussi. Alors, cette deuxième édition qui s'est déroulée au Crédit Agricole, en fait, dans le parc du Crédit Agricole, c'était un espace d'échange justement lié à tout ce qui est autour de l'agro-transformation, l'occasion de découvrir les professionnels et de leur permettre de développer leur économie. On voit un reportage de Michel Depape. Bien, nous sommes sur le site, en tout cas du Crédit Agricole, les jardins du Crédit Agricole, pour les journées de l'agro-business. C'est la deuxième édition et nous comptons véritablement sur cette édition, en tout cas pour pérenniser cette manifestation, qui est un espace d'échange, un espace où nous apportons un accompagnement, des informations aux porteurs de projets, aux entreprises qui se lancent dans le domaine de l'agro-transformation. Parce que si on peut considérer que l'agriculture représente une richesse en matière de production et de savoir-faire, eh bien les activités économiques liées à l'agro-transformation peinent parfois à se développer. Il s'agit pour Cap Excellence, au travers de son projet phare, l'AgroPac Caraïbes Excellence, eh bien, de permettre aux agro-transformateurs de trouver là des conseils, de trouver des informations. Nous avons là, ici, sur ce site, regroupé un certain nombre de professionnels pour pouvoir répondre à leurs interrogations et ce faisant, leur permettre de développer leur unité économique. Jodla a présenté fromage de coco et beurre de coco et l'huile woukou pour faire manger. On a produit ça avec coco, il y a un coco naturel et ça végétal quoi. Depuis là, on a parlé des fromages de coco, chaque semaine, on a coupé 600 à 700 coco, mais tout seul, on a décortiqué et puis on a produit l'être là. Et là, on produit l'être là, c'est l'être là on a transformé. Mais bien là, ils savent qu'il est terrible là. Pourquoi on fait fromage de coco? Parce qu'ils ont trouvé un bité naturel qui a cassé minéraux à l'être là et qui a transformé en beurre et en fromage. Donc c'est les seuls à faire ça au monde. Ni d'autres monde qui ont fait fromage au coco, mais c'est de l'eau. Vous comprenez? Donc fromage au coco, c'est Sandokan qui a fait ça. Je présente aujourd'hui une partie de nos réalisations. Ce sont des sauces type pâte à tartiner, avec des végétaux du pays, aussi des produits venus d'ailleurs tels que le hareng-sor, le colin salé, la cive pour la Guadeloupe, les oignons pour la France, le hareng c'est du Canada, enfin voilà. Il y a aussi également les sirops tels que le salse-pareil de Guadeloupe, la quinine, la sonde, le poivre noir, ainsi que le booster au curcuma gingembre citron, mais aussi le sirop qui est à la mode, le clitoria. Donc ce sont des sirops, ce sont des produits de bien-être. On essaie de voir pour, à cette ère nouvelle, de bien manger, de mieux manger pour bien se porter, bien vivre. Et bien nous sommes dans ce contexte-là. Voilà, je l'ai dit, notre nouvelle chroniqueuse est là, elle est arrivée et on est bien content de la recevoir. Elle s'appelle Anansa. Bonjour Anansa. Bonjour. Bonjour. Et elle va nous présenter tous les 15 jours une chronique dont on voit le générique pour la première fois. C'est parti. Le créateur, présentation Anansa. Alors bonjour tout le monde. Alors je me présente Anansa de Vouton. Je vais présenter la chronique Graines de créateur pour cette année. Alors, je vais commencer par me présenter d'abord moi, parce qu'on ne me connaît pas encore. C'est mieux. Oui. Alors, je suis maman, je suis passionnée de peinture, mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis consultant en entreprise, coach en développement personnel et professionnel, gérant de 2 sociétés et président d'une association humanitaire. Alors, j'ai choisi de présenter Graines de créateur parce que mes choix personnels et professionnels m'ont emmené dans différentes expériences de vie, bonnes et mauvaises, qui m'ont profondément enrichi
Et c'est cette grande richesse qui m'a permis, en tout cas qui me permet d'être la femme que je suis aujourd'hui, la femme entrepreneur que je suis aujourd'hui, et qui me permet aussi de pouvoir accompagner mes clients et de pouvoir présenter cette chronique. D'accord. Alors, graines de créateur, on se pose la question, les gens qui vont dire, qu'est-ce qu'elle va créer, quelle graine et quel créateur? Alors, on ne parlera pas de jardinage, parce qu'on pourrait penser c'est pas le jardinage, non? Non, ce ne sera pas du jardinage. Graines de créateur, du coup, j'ai choisi graines de créateur parce que je prendrai le départ. La graine, c'est la genèse de la création. Oui. Rien ne part sans avoir une base, sans avoir un socle. Et créateur, parce qu'on est tous des créateurs sans exception. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a qui considèrent qu'ils ne sont pas très créatifs, d'autres qui vont considérer qu'ils le sont un peu plus. Mais tout le monde a cette capacité qui doit être plus ou moins développée. Donc du coup, la graine pour la genèse, pour le côté alors, on la lance base, la graine comme ça. On lance la graine, mais du coup, la graine ne fait pas tout. Oui. C'est-à-dire qu'il faut un environnement. Et en fait, ce que je souhaiterais partager à travers Graines de Créateur, c'est les différents outils qui vont vous permettre justement d'apporter l'environnement nécessaire et approprié pour pouvoir faire germer cette graine et pouvoir la faire tenir aussi, dans le temps. Oui. Et ça s'adresse à qui en général? Alors, c'est une chronique qui est adressée à tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, aux personnes entreprenantes aussi, puisque... Ceux qui ont déjà planté la graine, mais ceux qui veulent planter la graine. Alors, ceux qui ont déjà planté la graine, parce que du coup, ils peuvent avoir des outils qui vont leur permettre de faire continuer et faire durer et prospérer ce qu'ils ont déjà. Et ceux qui veulent commencer, en tout cas les porteurs de projets ou ceux qui se lancent à l'instant, en fait, de pouvoir poser les bases tout de suite pour que ça puisse être prospère plus rapidement. Quitte à faire un pas, c'est toujours un pas après l'autre, mais quitte à prendre son temps avant de poser le prochain pas. Oui. Alors, donc, c'est en ce sens que le nom de Graines de Créateur a été choisi. Exactement. Oui. Bon, alors, il y a quand même une question qui va se poser, c'est que, bon, on est par exemple maintenant en période de pluie. Après la pluie, qu'est-ce qu'il y a? Alors, justement, je voulais partager une citation que tout le monde connaît, c'est monnaie courante d'ailleurs, parce que c'est une citation que je connais depuis très jeune, qui est « Après la pluie vient le beau temps ». Oui. Alors, j'ai choisi la citation que tout le monde peut reconnaître et s'identifier, puisque elle est porteuse d'espoir. Et même si on est un peu inhibé, on peut se dire que quand le soleil reviendra, on pourra continuer à avancer. Oui. Alors moi, je vais partager une autre qui met ressources pour moi, mais que je voudrais partager pour qu'elle puisse aider tout le monde. C'est au-dessus des nuages, le soleil brille toujours. D'accord. Puisque, quelle que soit la tempête ou la situation que vous pouvez vivre, si vous savez que le soleil reviendra et que les beaux temps reviendront, vous aurez quand même la motivation de continuer à poser ou à planter, sachant que vous pourrez récolter les fruits demain. Alors, ça veut dire quoi, Anansa, que dans les prochaines chroniques, les gens qui vont vous regarder auront des méthodes, une méthodologie, des recettes, des conseils, comment ça va s'organiser concrètement? Alors, je vais déjà parler d'expérience que j'ai déjà pu vivre, parce que du coup, je ne suis pas arrivée là où je suis aujourd'hui. Oui. Je vais apporter des outils, des problématiques directement, comme ça je pourrai apporter aussi les solutions adaptées. Oui. Alors, les solutions que je vais apporter, ce ne seront pas les seules, mais je vais déjà en donner quelques-unes. Et on va surtout parler de tout ce qui sera gestion administrative dans la base. On va parler de pilotage d'entreprise, pour ce qui va intéresser le plus, ce qui va concerner par exemple tout ce qui sera stratégie d'entreprise, tout ce qui serait parler de fiscalité ou autre. Je vais pouvoir parler aussi de management, parce que du coup, on est des hommes, mais du coup, on gère aussi, à part les affaires et de la technicité, on gère aussi des humains. Donc tout ce qui est gestion des équipes, etc. Et je vais parler de coaching, parce que du coup, nous aussi, nous sommes des personnes qui avons besoin de tuteurs, même si c'est nous-mêmes qui sommes notre propre tuteur. Mais alors, une question va se poser. Par exemple, vous venez, moi je veux créer l'entreprise, je vous écoute. Qu'est-ce que je fais? Je prends contact avec vous en dehors de l'émission, ou vous me donnez juste quelques fils? Comment ça va s'organiser? Alors, vous savez que c'est mon métier, je vais donner des outils pendant la chronique, mais je ne pourrais pas tout transmettre parce que du coup, le temps déjà est un peu court et on peut pas... C'est du cas par cas. Tout le monde n'a pas la même problématique, tout le monde n'a pas le même besoin. Donc, la meilleure solution, ça reste quand même de me contacter s'il y a un besoin particulier ou un problème à résoudre. Le mieux, c'est de le résoudre. Alors, il y a une autre question qui se pose souvent. On dit qu'une entreprise, après 3 ans, ou bien elle plonge, ou bien elle émerge et elle se développe. Est-ce que, en tant que
conseil en entreprise, coach d'entreprise, ça se vérifie vraiment? Alors, ça se vérifie, mais j'aime à dire qu'il y a des cycles dans tout. Il y a des cycles de vie qui concernent aussi la vie d'une entreprise, ou quand on la lance, je prendrai les saisons, c'est un peu l'été, c'est la belle vie, c'est plutôt le printemps, c'est la belle vie, etc. Tout est prospère, tout évolue, mais en fait, on va arriver à différentes phases qui font partie aussi de la vie, qui font partie aussi du cycle prospère de l'entreprise. Oui. C'est juste qu'il y a des passages à garder ou à cultiver, il y en a d'autres où il faut passer et prendre les leçons, parce que c'est important, et repartir vers un renouveau. Oui. Alors, c'est peut-être l'avant-dernière question, il est 13h13. Est-ce que quelqu'un qui veut lancer une entreprise peut, par exemple, commencer par créer une association et après la transformer en entreprise, ou alors faut-il pas aller directement vers l'entreprise? Le mieux, s'il ne sait pas, c'est de prendre un rendez-vous et d'expliquer son projet pour savoir où est-ce qu'on l'oriente, puisqu'il y a des avantages fiscaux en fonction de chaque projet, de chaque personne, après chaque vision aussi, parce que ce n'est pas toujours propre à l'objectif. Par rapport à une vision de vie ou peu importe de la personne, c'est important qu'elle voit quelqu'un avant de se lancer dans l'aventure, si ce n'est pas encore fait. Alors, des rendez-vous déjà, Anansa? Alors oui, on a le prochain rendez-vous. Alors depuis l'année dernière, on a créé le concept El Bunch, c'est du réseautage, où jusqu'à présent, c'est moi qui partageais, je ferai une mini-conférence à toutes les personnes qui venaient réseauter avec nous. Et cette année, on a une nouveauté parce qu'on aura des invités à chaque fois. Oui. Et le prochain El Bunch, c'est sur la clé de la réussite entrepreneuriale. Elle aura lieu le 12 novembre à Café Cholette à Vis-Habitant. Et le premier invité... Alors ça, c'est à Bouillante quand même. Hein? Vis-Habitant. Ah, ça, Vis-Habitant, Café Cholette. Oui. Vis-Habitant. Alors, les clés de la réussite entrepreneuriale, c'est ça? Oui. Oui. Alors, c'est un brunch, un networking, une conférence. Oui. Ça commence à quelle heure? Alors, ça commence à 9h. Et en général, on avait dit qu'on voulait terminer à midi, mais on a remarqué que c'était pas possible. Ça déborde toujours? Ça déborde toujours, donc on a mis jusqu'à 13h. On aura quoi du café à déguster? Alors, non. Dans les brunchs, en général, on propose toujours à manger, déjà parce que j'aime ça. Oui. Et du coup, c'est pour le côté convivial, partage, donner envie aux gens de rester aussi, de continuer à réseauter. Il faut s'inscrire avant? Il faut s'inscrire avant. D'accord. Bon, écoutez, on va prendre ça. Et les rendez-vous, c'est dans 15 jours, on se retrouve? Dans 15 jours, on se retrouve. Donc, du coup, ici, c'est 13h. Et j'aurais voulu rajouter quelque chose. C'est juste si je devais donner un concentré de l'essentiel de Graines des Créateurs. En tout cas, c'est un outil que je donne. Tout est opportunité et tout ce qu'on plante pousse. Donc, du coup, j'invite à tout le monde, en ce cas, à jardiner et à planter. Bien. Écoutez, c'est dit. On prend le numéro de téléphone, les gens qui sont intéressés, 35 68 46, et on se retrouve dans une quinzaine pour parler d'un sujet concret cette fois-ci. Concret, oui. Parce que là, on a présenté la chronique, et puis la prochaine fois, on parlera d'un sujet que vous aurez choisi. Merci, Anansa. Merci à vous. Et puis, à bientôt. À bientôt. Il est 13h15, on retourne un petit peu à l'actualité avec le dernier sujet avant de recevoir dans un instant Caroline Bourgine, et c'est avec notre ami Iman News. C'est parti pour le salon de la danse, c'est quoi? Bientôt. Non, c'était du sport. La danse, c'est du sport. Mais c'est du sport aussi. Oui, aussi. Donc, était organisé le premier salon du sport sur le Gosier, l'occasion de découvrir de nouvelles disciplines et de faire des rencontres avec les intervenants autour de ces pratiques sportives peut-être nouvelles pour certaines personnes. On voit un reportage de Loane Duhamel. Le but de ce salon, c'est de faire se rencontrer les visiteurs et les différentes disciplines proposées par les exposants, de faire découvrir de nouvelles activités sportives et de pratiquer le sport, que ce soit en individuel ou en famille. C'est un sport qui plaît aux gens parce que ça permet d'avoir une condition physique aussi, qui est importante, et c'est aussi une façon de se défendre, c'est du self-défense. C'est-à-dire qu'on apprend à prendre de la distance, à gérer une personne qui essaye de nous attaquer. C'est surtout ça. 3, 2, Alors, je suis venue ici pour participer à un cours, mais aussi découvrir le salon, puisque c'est la première édition du Salon du Sport. Je suis curieuse de voir les activités qui sont proposées en Guadeloupe. Et c'est l'occasion aussi de rencontrer aussi du monde et découvrir toutes les activités disponibles. J'essaie de faire le maximum d'événements parce qu'on est présent qu'en ligne.
Oui, on peut commander sur le site internet, mais les événements comme ça, c'est cool parce que les gens ils peuvent toucher les produits, voir vraiment les couleurs en réel, et puis voilà, et puis essayer sur certains stands. Mais ouais, ça plaît beaucoup, les gens, j'ai des très de bons retours, ils adorent. Ils sont fiers aussi de porter une marque de chez eux, quoi. Voilà, il est 13h17, c'est l'heure de faire le focus du jour. Et comme on est dans le mois du créole, je crois que Oudalia nous a choisi un terme créole, une expression. Alors voilà le proverbe du jour. Faut pas jouer en diffé, le habillé en paille. Oui, effectivement. Il faut savoir prendre la mesure des choses, des dangers. Il s'agit de faire preuve de vigilance. Effectivement, pour pas jouer en diffé, le habillé en paille. C'est extrait du bouquin de Didier Manet, 365 proverbes créoles Guadeloupe. Et c'est Oudalia chaque jour qui nous propose soit un choucamo, soit un proverbe du jour. Et le proverbe du jour, c'était celui-là. Voilà, 13h18. On prend la deuxième et dernière pause. Dans un instant, on reçoit Caroline Bourgine, dictionnaire des Caraïbes. C'est avec nous en direct. Voilà, il est déjà 13h30. Dans un instant, on reçoit Caroline Bourgine, journaliste, productrice radio, conseillère artistique, auteure, réalisatrice et autrice de ce livre, Dictionnaire des Caraïbes. Rapidement, Imad, nous un retour sur l'actu. Retour sur l'actualité, nous avons parlé de la Semaine Bleue et de cette marche qui a été organisée sur le Moule pour ouvrir cette semaine dédiée à nos aînés. Il était aussi question du forum de l'intelligence artificielle organisé au WTC, ainsi que de l'IRM, nouvelle IRM installée au CHBT de Basse-Terre. Nous sommes allés aussi du côté du jardin du Crédit Agricole en lien avec les journées de l'agrobusiness, et nous avons parlé sport avec cette première édition du sport qui a été organisée sur le Gosier. Voilà, merci. Alors je disais qu'on reçoit Caroline Bourgine, qu'on connaît en Guadeloupe, puisqu'elle a vécu et a travaillé en Guadeloupe il y a de cela quelques années. De plus, elle a proposé il y a moins d'une semaine, un peu d'une semaine, un film sur le magma. Explication, madame, bonjour. Bonjour, Yannick, bonjour. Explication concernant Magma 76. Oui. Comment c'est sorti? Comment c'est arrivé comme ça? C'est pas arrivé comme ça, mais ça faisait un moment que je tournais autour de cette idée d'une histoire qu'on n'avait pas forcément bien compris, qui était un peu mise dans l'oubli. Oui. On mettait plutôt en avant la querelle des scientifiques et en fait, on ne mettait pas vraiment en avant ce qui était arrivé à 73 600 personnes qui avaient dû quitter, en gros, du 8 juillet au 15 août, la Basse-Terre. Et j'ai senti que c'était une mémoire qui était aussi en train de partir parce que les gens qui n'étaient pas tout jeunes à l'époque, aujourd'hui, ils sont de moins en moins présents. Et puis, ça correspond aussi à des souvenirs qui peuvent être assez douloureux. Et comme on le sait, les souvenirs douloureux, des fois, on a tendance à les enfouir, à les réfréner. Donc là, peut-être qu'il y a un temps de parole qui est possible après toutes ces années. Et puis, ça permet de faire aussi une évaluation de ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que Basse-Terre ne s'en est jamais remis. Ouais. Jarry, où nous sommes, a explosé. Tout à fait. Et il y a eu quand même un coup de balancier démographique sur la Grande Terre qui a énormément changé. Oui, il y a des gens qui ont quitté la Basse-Terre qui ne sont jamais revenus. Jamais. Et pourtant, même après avoir quitté 40 ans après, presque 50 ans aujourd'hui, on sait encore dire quand on est à Bémao, ah, ceux-là, c'est des magmas, ou ça, c'est des gens de Basse-Terre. Alors justement, il y avait cette terminologie un peu bizarre. On appelait les gens qui avaient quitté la Basse-Terre des magmas. Eh oui. Oui. Les magmas. Oui. Et puis, tout ce qui pouvait aller avec, ça sent pas bon. Voilà. C'est vrai que c'est une relation, en fait, qui est très intime entre les deux terres, cette histoire de magma. Parce que ça signifie bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les gens. Basse-Terre, ça avait aussi une réputation, ça avait aussi, c'était quand même les gens du pouvoir qui étaient à Basse-Terre. Donc d'un seul coup, ils sont arrivés en Grande Terre et dans le film, ils racontent parfois ce qui leur est arrivé. Il y a aussi de très très belles histoires, il ne faudrait pas non plus y voir qu'un côté négatif, parce que finalement, comme le dit très justement Marie-Hélène Louno dans le film, et ben, du coup, pour les Grands Terriens, la Basse-Terre, avec cette histoire, s'est rapprochée de nous. Tout à fait. Parce que ici, souvent en Grande Terre, quand quelqu'un va à Basse-Terre, je dis je vais jusqu'à Basse-Terre, comme si c'était le bout du monde. Et oui. Non, mais c'est un film intéressant. Alors, qu'est-ce qui va devenir ce film? Bon, on l'a vu sur Canal, il a été présenté, mais après? Eh ben, écoutez, j'espère qu'il va pouvoir circuler, parce que ce qui m'a fait plaisir quand il y a eu la projection à Saint-Claude, dans l'amphithéâtre Gertier-Archimède, quand Jacob... il y avait des jeunes qui n'avaient jamais entendu parler de cette histoire. Et je crois que c'est ça qui est aussi important. C'est presque une vocation pédagogique aussi. C'est une histoire contemporaine de la Guadeloupe. Oui.
Alors, visiblement, Caroline, la Guadeloupe vous a vraiment marqué. Ah oui, alors là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Un jour, je suis arrivée. C'est ce qu'on appelle la Guadeloupéanité ou Guadeloupéanitude. Je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à chercher un mot qui n'existe pas. Oui. Est-ce que c'est parce que j'ai fait mes premières armes professionnelles ici en tant que journaliste? À l'époque, vous l'étiez aussi. Et la Guadeloupe ne m'a jamais quitté. J'ai pu aller dans plein d'endroits dans le monde. En fait, vous avez habité la Guadeloupe et la Guadeloupe vous habite. Eh bien, on peut dire ça comme ça. Oui. Je prends. Oui. Alors, donc, il y a eu le bouquin avant, les Guadeloupéens aussi, qui était déjà un bouquin sur la Guadeloupe et sur les Guadeloupéens. Sur les Guadeloupéens, surtout. Sur les Guadeloupéens. Et là, cette fois-ci, il y a un vrai dictionnaire des Caraïbes. Alors, d'où est partie l'idée? Alors, l'idée, elle est partie au départ d'une émission de radio que j'avais sur François, qui s'appelait Latitude Caraïbes, et qui était une émission d'une demi-heure où je déclinais un mot à chaque fois. Ah. Alors, parce que je trouvais que ça avait du sens de prendre un mot, aussi bien un nom propre qu'un nom commun, etc. Et puis l'émission s'est arrêtée. Et puis l'idée a continué. Je me suis attachée à ce concept, à cette idée de voir au grand spectre même, puisque la Caraïbe, enfin les Caraïbes même on pourrait dire, c'est continental et insulaire. Le Covid est passé par là aussi, donc ça a été un peu un arrêt brutal pour beaucoup de journalistes et beaucoup de gens tout court. Et là, je me suis vraiment mis, alors là, en tête que j'allais travailler sur ce sujet pour une simple et bonne raison, Danick, c'est que ça n'existait pas. Oui, c'est vrai. Il y a des dictionnaires de tout, pratiquement, mais de la Caraïbe, il n'y avait pas. Je ne vous cache pas que j'ai été voir du côté de l'éditeur du dictionnaire amoureux, mais j'étais pas... C'est un dictionnaire amoureux. Oui, mais j'étais pas assez people, probablement. Et Florent Charbonnier, donc, de Caraïbes Éditions, lui a accepté, et puis ça avait tout son sens. Dictionnaire des Caraïbes chez Caraïbes Éditions, pour moi, il y a une logique. Oui, ça s'imposait. Voilà, donc après, il a fallu se mettre d'accord sur différentes choses. Et puis, à partir du moment où il a accepté, j'ai... Et vous avez fait ça en 15 jours J'ai fait ça en 7 ans. Alors, comment vous avez fait le choix des mots? C'était quoi? C'était pile ou face ou bien c'est l'itinéraire vraiment? Comme le sous-titre l'indique, c'est un itinéraire poétique. Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas... À partir du moment où ce n'est pas un travail universitaire ou un travail pédagogique avec plutôt sensu, voilà, on peut se laisser caboter, drivailler, voilà. Donc c'était ça qui m'apportait, c'était que les mots me parlent. Ou les gens, ou les ouvrages, enfin, au début du livre, il y a une petite nomenclature qui permet de savoir les mots en créole que j'ai voulu exploiter, rencontrer, chercher, débusquer. Ça veut dire, Caroline, que le créole n'est pas une langue inconnue pour vous? Non, pas du tout. On peut parler créole, un petit peu seulement. Alors, je comme ça au hasard, j'ai ouvert page 128, Doudou. Oui. Alors, câlin en amour comme en amitié, répétition de l'adjectif doux pour se parler tendrement en créole. Doudou est un mot désarmant. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vous appelle doudou, ça vous désarme? Oui, ça me désarme. Ah bon? Parce que c'est un mot infiniment gentil et dans le mot, dans la répétition doux, doux, on ne peut pas se sentir agressé. Oui. Ah oui, ça. Et on ne peut pas agresser. Oui, d'accord, je comprends. Alors je prends juste à côté, douciné. Ah oui. Lisez. C'est dans ce verbe tendre et confortable que le corps s'immerge dans son espace caribéen, un câlin que l'on peut recevoir ou donner, pas tout à fait une caresse, ou alors doucement chaloupé et heurté de sensualité. On peut aussi douciner un café. Oui. 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 Alors, mais c'est des mots comme ça qui revenaient, que vous avez et puis, dans des là, vous êtes sur des noms communs, mais sur des noms propres. Je vais prendre des noms. Parce que, par exemple, pour faire une définition, il faut être très synthétique. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais beaucoup lu, appréhendé certaines choses, certaines phrases. On revient, on repose le mot, on le reprend. C'est tout un travail, comme une gymnastique presque intellectuelle. J'ai comme l'impression. Alors, je continue de page 204, la pointe. Alors, c'est même pas écrit pointe à pitre, elle écrit la pointe, en créole.
Petit nom familier de Pointe-à-Pitre en créole, ville sortie non sans peine des assèchements de marécages au cours de 3 siècles de travaux dantesques. C'est cases en bois, étages, c'est balcons ouvragés, c'est dans croisés, c'est dans l'oubli, etc. La Pointe se décline avec ses sanctuaires du passé entre les branches de figuier maudit, son street art aux couleurs flashy. Non, ces anachronismes, c'est parfait. Et c'est bien écrit en plus. Merci. Oui, non, c'est vrai. Alors, il y a des mots haïtiens aussi. Oui. Il y a des mots vaudous. Des mots... aussi. La religion est abordée aussi dans le dictionnaire. Mais je vois quand même, en relisant ça, que les mots guadeloupéens sont majoritaires. Ah bah oui. C'est un choix. On va pas se renier. Je vais pas d'un seul coup gommer d'où je viens, quelque part par rapport à cette approche de la Caraïbe. Ce serait. D'ailleurs, c'est ce que je mets quand mon éditeur m'a gentiment demandé si de définir en quelques lignes ce que j'avais fait. Je dis une relation archipélagique ancrée, jamais bien loin de la Guadeloupe. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est là où j'ai commencé à apprendre à parler et à marcher. Oui, je vois Nionnage, un peu plus bas, je vois Lolo aussi. Alors, guadeloupéen, attention. Les roses. Non, c'est vrai que... alors, quand même, il y a Macandal, quand même. Ah. Oui, quand même. Quand même. Entre mythe et histoire, Macandal fait figure de héros. Mais c'est un livre que tout Guadeloupéen, tout Caribéen devait avoir. Oui, je pense que c'est un livre qui permet de se plonger, de pouvoir continuer. C'est ça un dictionnaire. Oui. Un dictionnaire, c'est un condensé de choses. Et puis après, on peut continuer à aller fouiller un peu plus loin. Alors, ça veut dire, Caroline, qu'il faudrait, comme on le disait tout à l'heure, une version anglaise. Ah oui. Oui, je pense que les anglophones seraient certainement très contents de pouvoir découvrir toute chose. Un peu mieux. Notre culture. Oui, voilà. Absolument. Je crois que ça, c'est quelque chose qui mériterait effectivement de... Vous savez quoi, vous aurez un reproche quand même. Les Martiniquais vous diront, ah ouais, mais il y a plus de mots de Guadeloupe. Oui, mais j'ai quand même essayé, par exemple... Oui. Non, je vois Malavoie, je dis ça. Il y a Malavoie. Je tombe comme ça aussi sur Malavoie. Mais si vous regardez Fort-de-France, il y a aussi des choses. Et puis, quant à Kaofé, il y a aussi Saofé. Oui. Voilà. Il y a même Sarah Maldouro, dont on ignorait que c'était la première cinéaste guadeloupéenne, d'origine guadeloupéenne en tout cas. Ah oui. Et, non, c'est un livre, j'ai envie de dire, de culture aussi. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Je dirais ce qui fait qu'on est caribéen, c'est aussi géographiquement, évidemment. Ouais. Combien de mots total ça fait? Je crois qu'il y en a 443. 443 Ouais. Oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir encore 443 autres? Ah, absolument. Et je pense que c'est un dictionnaire par définition. Oui. Ça continue. Ça continue. Alors, Caroline, est-ce que ça va être signé en Guadeloupe? Il y a quelque chose qui est prévu ou pas? Vous reviendrez pour ça? J'espère pouvoir revenir pour ça. Parce que là, j'étais venue pour Magma 76, pour ce film documentaire. Et c'est en passant que je vous ai capté. Absolument, mais parce que vous êtes un bon journaliste. Mais pour le livre, vous n'êtes pas sans savoir que c'est compliqué. Pour que les livres arrivent en Guadeloupe dans de bonnes conditions, à des prix corrects. Oui. Donc j'espère qu'il y aura des signatures, j'espère que je pourrai aller dans les médiathèques, j'espère que je pourrai toucher monde de toute qualité. Bon, vous êtes venu déjà ici, peut-être que vous reviendrez. Ça veut dire que au-delà, alors, puisque vous avez fait autre chose que Magma avant. Au cinéma. Enfin, c'est un documentaire, pardon. J'ai fait un documentaire en 94 qui, je crois, a marqué beaucoup les esprits, qui s'appelait Goka, l'âme de la Guadeloupe. Un documentaire. Qu'est-ce qui est devenu ce documentaire? Je vais chercher, je n'ai pas retrouvé. Alors, on l'a édité en DVD. On l'a même édité. Il existe en DVD. Il existe en DVD, assez difficile à trouver. Oui. Malheureusement, le producteur est décédé, donc j'ai récupéré les droits et il faudrait qu'aujourd'hui je puisse faire une réédition. Oui. Mais oui, en plus, pour tout vous dire, Danick, le film s'abîme. Parce que ça a été tourné en bêta dans les années 90, c'était des cassettes qui n'étaient pas des supports de très bonne qualité. On ne peut pas le numériser. Et il faudrait le numériser et presque déjà commencer à le restaurer. Donc je me pose même la question de savoir si je ne vais pas solliciter des fonds en ce sens, parce que je considère qu'aujourd'hui c'est un film patrimonial. Oui, et il y a des choses en projet quand même. Les journalistes ne s'arrêtent jamais. Non, il y a toujours des projets. Il y a toujours des projets. Moi, tu sais, Bouscousu. Oui, parce que là, déjà, c'est copieux. Un film, documentaire, un dictionnaire.
Il faut... Ouais, et puis il y a une chose, si je vous dis juste une petite formation comme ça, c'est que je suis très tentée en ce moment par transmettre mon métier, ma passion de mon métier, journaliste, aux plus jeunes. Comment faire? Et j'ai fait ça en France, dans le sud de la France cette année, ce qui est de l'éducation aux médias, pour aussi bien les jeunes. Avec le Clémy? Avec le Clémy, absolument, du rectorat. Oui. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à faire. Alors, je vous donne une info. Dites-moi. En ce moment, se préparent en Guadeloupe les assises de la presse. 11 novembre. Bien. C'est-à-dire l'ensemble des journalistes guadeloupéens. Depuis plusieurs mois, on travaille sur l'état de la profession, les difficultés, l'avenir, le numérique, etc. Alors, si jamais vous avez un billet d'avion vers le 10 novembre, juste avant le 11 novembre, c'est férié en France. Oui, c'est vrai. Je note. Non, mais je dis ça sérieusement, c'est-à-dire que faire une petite intervention pour une personne comme vous qui avez vécu le journalisme made in Guadeloupe, après en France, etc., ça pourrait être intéressant. Oui, mais ça m'est arrivé, par exemple, de travailler, de collaborer avec l'école EPIS. Oui, aussi. Mais en tout cas, ce que propose le Clémy, surtout quand on peut le faire à long terme, parce qu'avec les gamins, moi, j'ai pu créer 2 web radios, une web télé. Oui. Et parmi les web radios, il y en a une, je sais, qui va continuer pour 2023-2024. Oui. Donc, je pense que dans cette période un peu de manque de repères concernant l'information, c'est un travail passionnant à faire. Donc, j'avoue que je continue un peu dans cette voie. Et puis d'autres choses qui doivent rester secrètes. Je pose quand même la question aussi. C'est inquiétant, l'IA, l'intelligence artificielle pour la presse? Oui. On peut considérer que c'est toujours pareil. Quand on met des outils très intéressants dans les mains de gens qui ne savent pas s'en servir, ça peut créer effectivement des dégâts. Oui. Que ce soit pour le journalisme, que ce soit pour les comédiens, que ce soit pour tout un tas de choses. Les artistes et les designers. Il faut rester vigilant là-dessus, être très attentif. Ok, Caroline, merci en tout cas d'être venue. Alors, je rappelle, Dictionnaire des Caraïbes, et quand vous reviendrez pour la signature, vous nous direz ça quand même. Ah ben j'espère, et puis que ça pourra se faire avec des gens, et qu'on pourra travailler avec des jeunes aussi. Mais voilà, ce sera intéressant. Merci. 13h46, c'est la fin du ZCL News aujourd'hui. Un tout petit retour sur toute cette actu d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a reçu Patrick Pierre, chef du service de contrôle de l'effectivité, et Marilyn Gauthier qui ont parlé de la semaine bleue. Ensuite, suite aux assises du bien vieillir ou du vieillir ensemble, on a reçu aussi Anansa de Vouton pour sa chronique qui s'appelle Graines de créateur. Caroline Bourgine qui est avec nous pour cet ouvrage. Et puis pour l'actu, 2 petits mots sur l'actu. Donc l'actualité était question de nos aînés avec cette marche bleue qui faisait l'ouverture de la semaine bleue, du forum de l'intelligence artificielle. On a parlé aussi de l'IRM, nouvelle imagerie médicale installée sur le CHBT de Basse-Terre. Nous sommes revenus sur les journées de l'agro-business qui ont eu lieu, cette 2e édition, ainsi que sur le salon du sport, 1re édition réalisée au Gosier. Voici pour les titres. Merci. Demain, rendez-vous à la même heure, 2h30, on sera avec vous. Et on vous remercie. La réalisation est assurée par Jordan. Aujourd'hui, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon appétit. Si vous n'avez pas encore déjeuné, on va le faire. Oui, voilà. Excuse-moi, voilà, c'est vrai, j'oubliais. Oui, bien sûr, posez vos questions à nos experts qui vous répondent, bien sûr, 85 15. Quand vous avez une question sur un sujet qui vous paraît délicat ou pas, n'hésitez pas à être clexpert@gmail.com. Et je rappelle qu'aujourd'hui, la parole du jour, c'était quoi? Est-ce qu'on l'a toujours? Le choukamo. Voilà. Il ne faut pas jouer en diffil ou habillé en paille. Vous ne connaissez pas ça, hein? Alors, il faut savoir prendre la mesure des choses et des dangers. Il ne faut pas jouer en diffil. Il ne faut pas jouer avec de feu qu'on est vêtu avec de l'amiante ou de la paille. Voilà. C'est terminé. C'est vraiment terminé pour aujourd'hui, 13h48. Ciao, bye bye, à demain.